Quelque temps avant l'irruption de Roman au manoir de Barco, Chris avait suivi son maître dans la cour, l'air inquiet. Il le vit sceller son cheval et d'une voix pressante, lui demanda s'il allait réellement se rendre chez les Barco. C'était de la folie, affirma-t-il, le vicomte ne le laisserait pas repartir vivant. Roman se tourna vers lui, impassible. Il lui demanda ce qu'il pensait qu'il adviendrait de leur relation avec Barco à présent. Chris répondit les yeux baissés, affirmant que pour les Barco, il était désormais un ennemi juré. Roman poursuivit, éviter cette confrontation ne ferait que repousser l'inévitable. Ce n'était un secret pour personne, Barco le haïssait. Il monta sur son cheval, puis jeta un dernier regard à son chevalier. Il déclara que c'était justement parce que l'ennemi était affaibli qu'il fallait écraser dans l'œuf toute velléité de vengeance. Et il partit, seul. Roman se tenait droit face à la table du conseil. Il regarda autour de lui et demanda pourquoi Barco avait réuni tant de monde. Le vicomte Barco grinça des dents. Son regard se durcit. Il n'acceptait pas qu'un jeune homme, qui n'avait même pas hérité de titre, ose s'adresser à lui d'égal à égal. D'un ton sec, il déclara que, visiblement, la naissance roturière de Roman ne lui avait jamais appris les lois de la noblesse. Le vicomte fronça les sourcils. Il rappela que dans le royaume de Caïro, il était formellement interdit d'intervenir dans un conflit féodal sans raison valable. La maison Barco, elle, avait justifié sa déclaration de guerre conformément aux règles. Elle avait présenté un motif, obtenu l'accord du gouvernement central, puis engagé officiellement le conflit. Son regard s'embrasa. Il demanda froidement à Roman s'il pensait que ces règles existaient parce que les aristocrates étaient stupides. Non, elles visaient à préserver la réputation mutuelle des grandes familles. Roman resta de marbre. Le vicomte Barco frappa la table, fulminant. Il affirma que l'ignorance des lois ne protégeait personne, et que, par sa faute, la famille Démitrie allait devoir endurer une humiliation profonde. Le vicomte bondit de sa chaise, criant que l'action irréfléchie d'un seul fils allait entraîner le mépris de toute la noblesse du Nord-Est sur sa lignée. Un silence glacial tomba dans la pièce. Roman, imperturbable, demanda si le vicomte avait terminé. Ce dernier, surpris par tant d'aplomb, ne répondit pas. Le jeune homme afficha un sourire et déclara que c'était désormais à lui de parler. Le vicomte pâlit légèrement. Roman redressa la tête, le regard fixé droit devant lui. Il rappela que la maison Démitrie et Laurence avaient été unies par un accord de mariage. Mais aujourd'hui, il n'était plus qu'un fiancé rejeté, un imbécile aux yeux du monde. L'atmosphère se tendit. Il demanda ce qu'il pensait être la vraie raison de la rupture. Il affirma que les rumeurs sur ses prétendues frasques avec les femmes étaient mensongères. Il désigna alors le vicomte Barco d'un doigt accusateur et déclara que c'est Anthony Barco, l'aîné des Barco. Selon lui, c'était la manipulation et la traîtrise d'Anthony et ses menaces qui étaient responsables de la rupture. Le chef de Barco sursauta. Roman se mit à faire lentement le tour de la table. Il expliqua qu'il s'était lié d'amitié avec Anthony, qu'il avait même invité à une fête avant les fiançailles officielles avec Laurence. Là-bas, il avait été piégé. Lorsqu'il avait repris connaissance, il s'était retrouvé seul dans une chambre avec Émilie Barco. C'est alors qu'Anthony l'avait menacé. S'il ne rompait pas ses fiançailles, il rendrait l'incident public. Un piège minutieusement élaboré pour séparer les familles Démitrie et Laurence. Les invités échangèrent des regards troublés. Des murmures commencèrent à circuler autour de la table. Roman esquissa un sourire assuré. Il pensa qu'un secret, une fois exposé, cessait d'être une faiblesse. Le vicomte se leva brusquement, les yeux remplis de colère. Il cria que personne ne croirait à une pareille absurdité. Le jeune guerrier esquissa un sourire, comme s'il avait anticipé la réaction de son interlocuteur. Il déclara qu'il s'y attendait parfaitement. Puis, fixant le vicomte droit dans les yeux, il évoqua une autre raison, bien plus personnelle, qui justifiait son ingérence dans la guerre entre Laurence et Barco. À ces mots, le visage du vicomte se figea. Roman révéla que l'héritier de Barco, Anthony, avait franchi une limite inacceptable. Il avait harcelé Flora, la jeune femme à laquelle il était fiancé. Son comportement l'avait tellement choqué qu'elle avait décidé de rompre les fiançailles. Le jeune homme ajouta, d'un ton grave, que Flora pouvait elle-même confirmer ses propos. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il se souvint de la manière dont Anthony l'avait piégé avec un mensonge et se dit qu'il allait désormais lui rendre l'appareil, à la hauteur de l'humiliation subie. Serrant les poings, il affirma que, pour elle, la seule chose qu'il pouvait encore faire, c'était se venger. Il étendit lentement les bras et lança un regard circulaire à l'assemblée. Puis il demanda, avec défi, si quelqu'un ici pensait encore qu'il n'avait aucune raison de se mêler à cette guerre. Le silence se fit. Ainsi, en une déclaration, Roman avait pulvérisé les arguments de Barco et affirmé son propre droit à intervenir.
Le vicomte se pencha sur la table. Il savait qu'il n'y avait plus rien à gagner à débattre sur la vérité du motif. Il devait désormais gagner du temps. Il s'assit lentement dans son fauteuil et poussa un long soupir. Tout d'abord, il devait désamorcer cette crise avant de réfléchir à une issue. Il déclara alors, d'un ton prudent, qu'il ne croyait pas aux affirmations de Romane, mais qu'il les vérifierait plus tard. Romane l'interpella d'une voix lourde. Le vicomte frémit. Romane se planta devant lui, les bras croisés dans le dos, et lui proposa un choix. Soit il concluait cette affaire par une sanction publique d'Antony pour son affront personnel, soit il allait transformer cet incident en affrontement familial, avec toutes les conséquences que cela impliquerait. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Autour de lui, les nobles le regardaient avec stupéfaction. Il avertit le chef de maison. S'il ne choisissait pas immédiatement, il rentrerait chez lui, et tout raconterait à son père. Le visage du vicomte devint livide. En aucun cas il ne pouvait risquer une guerre ouverte avec la famille Démitrie. Pas dans un contexte aussi fragile. Une confrontation mènerait irrémédiablement à la chute de Barco. Il serra le bois du fauteuil, sentant ses ongles mordre la coudoir. Ce garçon est cruel. Beaucoup trop cruel pour son âge, pensa-t-il. Puis, baissant la tête, il déclara que, sur son ordre, Antony Barco se mettrait à genoux devant Romane et implorerait son pardon. Romane leva un sourcil, puis répondit d'une voix calme mais ferme qu'il n'avait jamais demandé à ce qu'Antony soit mis à genoux. Le chef de Barco tressaillit. Romane, les mains croisées derrière le dos, ajouta qu'il choisirait lui-même la punition. Après cet instant, la voix d'Antony se faisait entendre derrière une porte. Le vicomte ferma les yeux, accablé, et murmura des excuses. Antony, tremblant, tomba à genoux devant son père, implorant qu'on n'organise aucun duel. Il cria qu'il ne voulait pas que sa vie soit mise entre les mains d'un autre. Il sanglotait, suppliant qu'on lui laisse la vie sauve. Il savait que Romane ne le pardonnerait jamais. Le vicomte Barco le saisit violemment par les épaules et le secoua. Il lui ordonna de reprendre ses esprits. Il se pencha sur lui, le dominant de toute sa stature, et proclama que désormais, en tant qu'héritier, il devait lier son destin à celui de la famille. Il le regarda avec une rage à peine contenue, empoisonnée de honte, et lui dit de ne jamais oublier cette humiliation, et de se préparer à perdre au moins un bras. Il tourna les talons, laissant Antony à terre. Antony, blême, faire face à Romane était signer son arrêt de mort. Peu de temps après, tous s'étaient réunis. Les deux héritiers se faisaient face. Son arme tremblait. Des larmes coulaient sur ses joues. Il balbutia qu'il avait des sentiments sincères pour Flora, que l'idée de la perdre lui avait fait perdre la tête. Romane le fixa, son regard sombre, sans un mot. Antony s'excusa. Mais Romane dégaina lentement son épée. Antony sursauta de peur. Il recula, paniqué, et supplia qu'on lui laisse la vie sauve. Il promettait de rembourser cette clémence pour le restant de ses jours. Autour d'eux, les nobles observaient la scène avec une pitié mêlée d'effroi. Le vicomte, lui, bouillonnait de rage. Romane s'approcha de son adversaire et lui demanda comment il comptait payer cette dette. Pouvait-il seulement rembourser la somme qu'il devait à la Banque Dorée? Même leur lien avec le gouvernement central ne pourrait dissimuler éternellement les crimes qu'ils avaient commis. Romane déclara que la lignée Barco touchait à sa fin. Il s'approcha, menaçant, et lui rappela qu'il avait été humilié publiquement, piégé, manipulé. Alors pourquoi, en effet, devrait-il le pardonner? Le chef de famille, paralysé par l'horreur, observait la scène. Romane plongea son épée dans le ventre d'Antony et déclara, froidement, « Je n'ai aucune raison de te pardonner. » Il avait regardé le garçon avec froideur. Du sang s'échappait de ses lèvres. On racontait que Baek Jungyuk avait autrefois mené une vendetta sanglante pour survivre. Chaque nuit, ses propres frères aînés tentaient de l'assassiner. Mais au lieu de périr, il avait plongé son épée dans leur cœur, prenant leur vie une à une. Son frère aîné, Baek Oyeol, avait alors déclaré que Baek Jungyuk ne savait pas faire de compromis. Dès qu'il percevait un adversaire comme un ennemi, il se jetait tête baissée dans la bataille, incapable de la moindre clémence. Baek Oyeol, lui, n'était pas seulement un puissant guerrier. Il savait rallier ses ennemis sous sa bannière après les avoir vaincus. Mais le héros, lui, avait répondu que sa voie consistait à écraser et détruire toute créature montrant de l'hostilité. À ses yeux, la seule manière d'éliminer les variables était la mort. Au moment où il avait dégainé son épée, nul n'aurait pu prédire une telle fin. La mort d'Antony Barco. L'adversaire s'était effondré. Son père, le vicomte Barco, s'était précipité vers lui, criant le nom de son fils. Le regard horrifié, il s'était jeté au sol, tenant le corps inerte d'Antony entre ses bras. Romane, calme, se retourne et demanda si un problème se posait.
Il marmonna que la mort d'un criminel, dans le cadre d'un duel judiciaire, était chose banale. Mais le vicomte, hors de lui, hurla à ses hommes de tuer immédiatement le démon responsable de la mort de son fils aîné. Les chevaliers avaient reculé, glacés d'effroi. Tous leurs regards s'étaient tournés vers Romane. Comment pouvait-il espérer vaincre ce monstre? Le père d'Antony, les larmes aux yeux, se tourna vers Romane et murmura que tout cela avait été planifié depuis le début. Cette visite n'avait été qu'un leurre, une mise en scène pour faire croire que le héros souhaitait faire preuve de clémence. Romane, sans hausser le ton, répondit que depuis le jour où Antony avait osé le menacer, il n'était plus possible pour lui de vivre sous le même ciel que la maison Barcot. Il se retourna, ajoutant que le résultat était désormais sous leurs yeux. Le jeune homme croisa le regard des nobles, pétrifié, et déclarait que si certains persistaient à entretenir un lien, même ténu, avec la famille Barcot, il devrait désormais l'affronter, lui. Son regard brillant d'un éclat menaçant. Le vicomte le défia du regard, criant qu'il ne s'en tirerait pas sans conséquence. Romane, se dirigeant vers la sortie, demanda à quoi servaient toutes ces grandes déclarations. À partir de ce jour, il promit de surveiller chaque mouvement de la famille Barcot et de frapper jusqu'à sa destruction totale. Il franchit les grandes portes. Ce fut tout. Le vicomte, toujours agenouillé, tenait le cadavre de son fils dans ses bras, impuissant. Ils avaient affronté un ennemi bien trop dangereux. Incapable de rembourser sa dette à la Banque Dorée, le vicomte Barcot tenta de fuir ce jour-là en pleine nuit. Mais son corps fut retrouvé, abandonné sur une colline sans nom. La famille Barcot, autrefois influente dans toute la région nord-est, connut une fin misérable. La nuit tombée, le majordome Hans aperçut une silhouette dans le couloir. Intrigué, il demanda où son maître s'était rendu pour rentrer à une heure aussi tardive. Le garçon émergeant de l'ombre, un sourire sur les lèvres, les vêtements couverts de sang, lui répondit simplement que la lune brillait avec une telle intensité qu'il avait eu envie de se promener, pour la première fois depuis longtemps. Le majordome frissonna, prenant le vêtement souillé, et murmura que tout le monde était inquiet, ces derniers temps. Alors que Romane se changuait, les mains du majordome tremblaient légèrement. Il a alors confié qu'il était heureux de voir le jeune maître enfin reconnu à sa juste valeur, mais que la guerre restait une aventure périlleuse. Le vieil homme le fixa avec gravité et le supplia d'être prudent. Romane le regarda sérieusement, lui rappelant qu'il faisait partie des siens. Dans sa vie passée, Baek Jungyuk, le héros, avait combattu tant d'ennemis que leur sang pourrait former un océan. Mais s'il était parvenu au rang de démon céleste, c'était en suivant une seule règle, protéger les siens. Le majordome, inquiet, lui demanda s'il valait la peine de risquer sa vie pour une seule personne. Le jeune homme avait souri. Une seule personne, disait-il, derrière une barrière, valait mieux que des milliers d'ennemis à ses pieds. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les siens. Cela suffisait amplement. Quelque temps après ces événements, un thé en plein air avait été organisé par le clan Méloc, une de ces réceptions mondaines où l'on parlait autant de politique que de mode. Les dames en robe claire bavardaient à l'ombre des tonnelles. Helena Méloc, l'épouse du chef de la maison Méloc, souriait tout en dissimulant ses yeux derrière un éventail ouvragé. Elle avait remarqué avec satisfaction que même les épouses des anciens partisans de Barcot, d'ordinaire lentes à se montrer, étaient venues en foule. Elle plissa légèrement les yeux, songeant que désormais, le pouvoir dans les terres du Nord-Est se concentrait entre les mains de Démitri. Pour la maison Méloc, fidèle soutien de cette dernière depuis toujours, c'était une occasion exceptionnelle. Une femme s'approcha alors d'elle. Helena tourna la tête et déclara qu'elle l'attendait avec impatience. La nouvelle venue la remercia d'un sourire courtois. Il s'agissait de Liana Démitri, l'épouse du baron de la maison Démitri. Bientôt, d'autres dames se joignirent à elles et la conversation s'anima. Liana, toujours impeccable, répondit à chacune avec politesse. Elle avait le don naturel de réunir, d'apaiser, de convaincre, un talent diplomatique que le baron Romero ne possédait pas. Beaucoup pensaient d'ailleurs que sans les efforts préalables de Liana, la maison Démitri aurait été balayée par la maison de Barcot avant même d'avoir pu se consolider. Liana fit un pas en avant et prit la parole avec assurance. Elle remercia les invités pour leur présence, expliqua qu'elle avait souhaité cette réunion afin que, voisines qu'elles étaient, elles apprennent à mieux se comprendre. Elle précisa qu'auparavant, leurs buts divergeaient, ce qui provoqua quelques crispations parmi les convives. Mais maintenant que la situation avait changé, affirma-t-elle, il leur fallait une nouvelle base commune. Son ton était doux, mais le sous-texte était clair. Elle ferait payer aux anciennes partisanes de Barcot leur manque de loyauté, tout en leur tendant la main. Une stratégie de pouvoir à double tranchant. Une des invitées frissonna sous son regard. Alors que l'odeur du thé se mêlait à celle des roses, une des dames se leva et interrogea Liana à propos de Véronica. Cette dernière, une femme aux cheveux courts et rouges, se crispa aussitôt et détourna la tête. Helena,
tout sourire, affirma que sa fille serait un excellent parti pour Roman. Elle déclara même que son fils, âgé de 25 ans, devait désormais songer à fonder une famille. Lyanna la regarda, étonnée par tant d'audace. Pendant qu'elle vantait les mérites de sa fille, deux autres dames, la rousse et la blonde, échangèrent un regard agacé et rappelèrent qu'Helena avait déjà promis sa fille à une autre maison. Lyanna resta impassible, buvant son thé calmement. Les femmes se mirent alors à parler des jeunes filles de leur famille, suggérant des visites à leur domaine. À ce moment-là, Lyanna se perdit dans ses pensées. Pendant 6 ans, Roman avait été la 5e roue du carrosse dans la haute société. Un aîné incapable d'hériter du titre familial, les mains liées par la tradition. Pourtant, son potentiel en tant qu'escrimeur de rang 4 étoiles était indéniable, et s'il héritait en plus de la maison d'Émitrie, nul prétendant ne lui serait supérieur. En un instant, il était passé d'un fils oublié à l'homme rêvé. Lyanna posa délicatement sa tasse et déclara qu'elle était touchée par leurs propos flatteurs envers son fils. Elle ajouta cependant qu'il avait déjà beaucoup souffert. Elle espérait, dit-elle, qu'il rencontrerait une femme qu'il aimerait sincèrement, et non une épouse imposée par des intérêts familiaux. Un silence gêné s'installa. Les dames frémirent. Mais au fond, elles avaient toutes compris une chose. Celle qui parviendrait à s'emparer de lui la première aurait gagné. Ailleurs, le voile de la nuit planait sur le château de Laurence. Dans une pièce silencieuse, éclairée par un chandelier, la jeune Flora, assise à une grande table, lisait attentivement. Elle avait conscience d'une chose. Pour survivre dans ce monde, il fallait être forte. Elle repensa à la défaite de Laurence face à Barco. Malgré son optimisme affiché, elle disait qu'ils auraient peut-être gagné en tenant jusqu'à l'hiver. Elle savait que la réalité comportait bien trop de variables imprévisibles. Flora fronça les sourcils. Roman, lui, avait tout prévu. Il s'était élancé dans la bataille sans hésiter, sauvant la maison Laurence d'un effondrement certain. Elle rougit, puis se reprit. Elle se disait qu'elle ne l'aimait pas du tout. Après tout, il était arrogant, égoïste, préoccupé uniquement par son propre intérêt. Mais en posant la main sur sa joue, gênée par ses pensées, elle dut admettre qu'elle voulait mieux le connaître. Soudain, elle referma son livre dans un claquement sec et se leva, décidée à prendre un peu l'air. Laura était sortie prendre l'air. Appuyée contre la rambarde du balcon, elle contemplait le ciel avec une mélancolie discrète. L'idée que les fiançailles aient été rompues la traversait à nouveau. Plus rien ne les liait désormais. Elle se disait qu'elle n'avait ni raison ni chemin valable pour revoir Roman. Quelqu'un l'appela derrière elle. En se retournant, elle vit une jeune femme aux yeux rouges et aux cheveux bleus accourir vers elle. Il s'agissait de Sylvia Laurence, issue d'une branche secondaire de la famille. Peu après, Flora avait pénétré précipitamment dans le bureau de son père. Elle s'exclama avoir appris que c'était à la famille Laurence qu'on avait confié l'organisation du bal dans les terres de Démitrie. Flora fronça les sourcils, étonnée de ne pas avoir été mise au courant. Le seigneur se retourna et lui répondit que les incidents précédents avaient ouvert ses yeux sur bien des choses. Dans un contexte où personne n'osait prendre de décision, sa fille avait su montrer intelligence et discernement en indiquant la voie à suivre. Flora le regarda, surprise. Il s'approcha et ajouta que, grâce à elle, Roman avait été mené au champ de bataille, ce qui avait permis leur victoire. Posant ses mains sur ses épaules, il déclara qu'il ne referait plus l'erreur de minimiser sa valeur et qu'il soutiendrait dorénavant toutes ses initiatives. Il ne l'obligerait plus à se mêler des affaires de la famille. Flora resta figée, choquée. Il lui dit simplement de vivre pour son propre rêve. Il lui sourit, mais la jeune femme détourna les yeux, touchée, mais songeuse. Tout cela était attendrissant. Mais ce qu'elle voulait, en vérité, c'était aller au bal. Elle fronça les sourcils et demanda pourquoi Sylvia avait été invitée, elle qui venait de la capitale. Elle soupçonnait une autre intention derrière cette visite. Le seigneur répondit que c'était un simple caprice de sa part. Flora pâlit à cette idée. Elle comprit qu'il comptait peut-être sur Sylvia pour rétablir les liens avec Démitrie, perdus depuis la rupture des fiançailles. Un stratagème politique. La blonde afficha alors un visage déterminé. Puisque Roman lui avait sauvé la vie, elle affirma qu'elle suivrait Sylvia au bal et se chargerait de l'accompagner personnellement. Son père haussa les épaules et déclara qu'elle n'était pas obligée d'intervenir, qu'il pourrait organiser les choses de sorte qu'elle n'ait plus à se mêler de la famille. Mais la jeune fille serra les poings et lui lança un regard décidé. Elle ne reculerait pas. Entre-temps, dans la capitale du royaume de Caïro, dans un temple de Valhalla, un prêtre déroulait un parchemin dans une salle silencieuse. Il lut attentivement le rapport. Un jeune noble provincial de 25 ans avait abattu un épéiste de rang 4 étoiles d'un seul coup. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. Si ce n'était pas une rumeur absurde, alors un génie terrifiant venait de naître. Il émit un petit rire dément, curieux,
et se dit qu'il allait vérifier les faits lui-même. Ce prêtre s'appelait Willis, l'homme chargé d'attribuer les rangs au sein de Valhalla. Les préparatifs du bal allaient bon train. Les filles de la noblesse arrivaient en avance dans les terres de Démitrie. Les calèches affluaient dans la ville. Toutes les jeunes femmes étaient habillées avec élégance. Sylvia observait les environs d'un œil critique. Elle jugea que Démitrie avait vraiment l'air d'une terre triste et grossière. Tandis qu'elle marchait dans les rues, les dames discutaient. Toutes s'accordaient à dire qu'on devinait immédiatement qu'il s'agissait d'un territoire de forgerons. Sylvia, dédaigneuse, couvrit son nez avec un mouchoir parfumé et déclara que le maître de ces lieux était loin d'avoir le sens de l'esthétique. Flora, qui observait sa sœur, se perdit dans ses pensées. Elle se rappelait que le père de Sylvia, le frère cadet du vicomte Laurence, s'était installé comme marchand dans la capitale. Comparé à Caïro, cette région n'était qu'un village. Autant Laurence que Démitrie semblaient si provinciaux. Un groupe d'hommes apparut au loin. Des mineurs. Ils portaient des sacs, des pioches, discutaient gaiement. Ils passèrent devant les jeunes filles sans se soucier des robes précieuses ni des regards hautains. Les nobles se reculèrent avec mépris, commentant à voix basse que seuls les mineurs osaient encore marcher tranquillement dans la rue. Certaines se plaignaient de l'état des lampadaires. Flora fronça les sourcils, mais ne dit rien. Soudain, elle remarqua l'un des hommes. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se retourna brusquement. Roman Démitrie marchait au milieu des mineurs, vêtu simplement. Le majordome, Hans accourut dans la rue, s'approcha de lui avec empressement. Il commença à le nettoyer avec un mouchoir, lui demandant de prendre un peu plus soin de lui. Roman se laissa faire, stoïque. L'homme aux gants noirs s'essuya le front et constata que le linge était déjà couvert de suie. Les aristocrates se retournèrent, stupéfaits. Le majordome, essoufflé, se plaignait que le jeune maître rentrait chaque jour couvert de poussière et que le cœur des serviteurs en était littéralement brisé. Le regard des filles s'illumina. Cela pouvait-il vraiment être Roman Démitrie devant eux? Sylvia, elle, esquissa un sourire discret. Elle pensa que ce garçon était bien plus séduisant que ce qu'on lui avait décrit. Et son corps, quant à lui, frôlait la perfection. Elle se mordilla la lèvre, amusée. On disait partout que le deuxième fils de la maison Démitrie avait de fortes chances de devenir l'héritier. Mais quelle famille noble confierait réellement son avenir à un garçon qui travaillait dans une mine? Non, pensa-t-elle, ce n'était pas du travail, c'était un apprentissage. Une véritable leçon de formation pour un héritier. Ce que le jeune homme avait accompli récemment avait indéniablement élevé son prestige. Sylvia se tourna vers ses compagnes. Elle déclara qu'il leur fallait aller le saluer. Roman se retourna, attiré par les voix. Sylvia fit un pas en avant. Elle entama la conversation, exécuta une révérence polie et se présenta, tout en exprimant sa reconnaissance pour le soutien que le jeune homme avait apporté à sa famille. L'aristocrate lui sourit, lui rendant son salut, et murmura qu'il était effectivement un homme admirable, comme le disaient les rumeurs. Le jeune homme acquiesça brièvement, sans émotion. Il tourna les talons. Sylvia resta figée, glacée par son indifférence. Flora détourna le regard amusé. Il n'avait pas changé. Roman avançait calmement, ajustant sa chemise tout en marchant. Le majordome le suivait de près, visiblement inquiet. Il lui demanda s'il ne pouvait pas être un peu plus aimable avec les dames. Mais le héros lui répondit sèchement. Il aurait pu l'être, s'il leur reconnaissait la moindre valeur. Or ces mêmes nobles s'étaient moqués des activités minières de Démitrie. Hans regarda le jeune homme et lui demanda combien de temps il comptait encore travailler dans les mines. Roman ne répondit pas immédiatement. Le seigneur n'avait donné aucun ordre, et pourtant, lui, Roman, travaillait dur du matin au soir. Il plissa les yeux et déclara d'une voix ferme que la forge représentait le fondement de leur lignée. Il poursuivit. Au-delà, c'était le fer, et pour obtenir le fer, il fallait extraire le minerai, à la sueur du front et au prix du sang des mineurs. Ce minerai, fondu dans la fournaise des grands forgerons, devenait acier. C'était cela, l'essence même de Démitrie. Tout en boutonnant sa chemise, il ajouta que l'on ne pouvait coexister avec le peuple de cette terre si l'on ne comprenait que leurs mots, et non leurs actes. Il voulait vivre cette réalité à leur côté, partager leur expérience, grandir avec eux. Alors qu'il s'éloignait, le majordome le suivit du regard, les yeux humides. Il se demanda quand le jeune maître avait grandi à ce point. Il jura silencieusement de continuer à le soutenir, peu importe la poussière ou la fatigue. Sur un terrain d'entraînement, des soldats s'exerçaient à l'épée avec ardeur. À leur tête, Chris, le chevalier blond, menait l'entraînement avec discipline. L'expérience acquise lors de la guerre contre Barco avait forgé en eux une loyauté presque téméraire. Tous ceux qui avaient combattu derrière Roman avaient reçu des enseignements inestimables.
les bases de la secte démoniaque, les principes spirituels d'Azura et les techniques de l'épée d'Azura. Ce savoir était un véritable trésor. Il révélait le potentiel latent des épéistes maniant l'aura. Mais Roman le savait, cela ne suffisait pas. En silence, il observait la scène, les bras croisés. Il lui fallait une force de reconnaissance, une unité capable de collecter des informations en profondeur sur l'ennemi. Mais cela exigeait des moyens. Argent, talent, et il ne jouissait pas encore d'assez de liberté pour constituer une telle troupe. Il appela Chris. Le chevalier blond s'approcha. Roman lui demanda alors comment se déroulait l'entraînement. Chris sourit. Il affirma que les recrues montraient un enthousiasme remarquable et une grande rapidité d'apprentissage. Les progrès viendraient très bientôt. Roman garda son sérieux et déclara que le moment était venu pour Chris d'apprendre une nouvelle technique. Le blond le regarda avec étonnement, surpris par cette information. Roman expliqua que Chris n'avait pas le même point de départ que les autres. Il avait déjà construit son propre monde. Et dans un tel état, il devenait difficile d'absorber du savoir nouveau. Mais il ajouta, avec un sourire discret, que Chris était désormais prêt. Le jeune maître l'observa intensément et déclara qu'il allait lui enseigner la technique de l'éclair. Chris resta stupéfait. L'épée de foudre. Celle qui, autrefois, avait soumis tout le royaume du Murim. C'est à cet instant que Chris hérita de la technique légendaire, celle qui avait valu à son porteur le surnom de l'un des 10 grands maîtres. Les grands lustres scintillaient au plafond. L'ambiance était élégante, suspendue dans un moment d'attente. Puis, une voix s'éleva, l'arrivée du jeune maître Roman Demitri. Toutes les têtes se tournèrent en même temps vers l'entrée. Roman entra dans la salle de bal, le sourire assuré. Les jeunes aristocrates, surprises, rougirent aussitôt. Elles l'entourèrent rapidement, curieuses et enjouées, l'interrogeant sur son absence plus tôt dans la journée. Avec calme, le jeune homme leur répondit qu'il venait simplement de terminer son travail et avait voulu se présenter à elle sous une apparence plus digne. Il se tourna alors vers Sylvia, qui s'avança avec grâce. Elle déclara, admirative, qu'il était surprenant et admirable de voir l'héritier d'une famille aristocratique œuvrer aux côtés des mineurs. Elle sourit, charmée, et ajouta qu'avec un tel mari, peut-être changerait-elle elle-même. Roman s'inclina légèrement et la remercia, estimant qu'elle exagérait beaucoup ses louanges. La jeune femme rougit de plus belle. Durant la soirée, il circula parmi les invités, engageant la conversation avec naturel et aisance. Mais bientôt, il quitta la salle. Sur le balcon, il inspira profondément l'air nocturne. Le vent était frais, le silence agréable. Soudain, une voix douce se fit entendre derrière lui. Flora venait de le rejoindre. Elle se posta à ses côtés et confia qu'elle avait toujours pensé qu'il ne se souciait guère des liens humains. Roman garda les yeux fixés sur l'horizon. Il lui répondit que, dans un autre temps, cela aurait sans doute été vrai. Mais cette soirée, ses invités, la présence de ses parents, c'était différent du quotidien. Puis, il se tourna vers elle et lui fit remarquer que leur première rencontre s'était déroulée exactement ainsi. Sur un balcon, dans une atmosphère suspendue. Flora resta bouche bée, puis sourit doucement, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle se demanda quel genre de vie il fallait mener pour rester si fidèle à ses convictions. Se plaçant face à lui, elle l'interrogea. Pourquoi s'acharnait-il à travailler dans la mine? Ce n'était pas là le rôle d'un héritier. Les yeux de Roman se plissèrent légèrement. Il lui demanda alors ce qu'elle pensait être à l'origine de la réussite des Lawrence. La blonde parut étonnée. Elle balbutia, incertaine. Roman poursuivit. Les gens disent souvent que les terres fertiles et l'agriculture avaient permis à la famille Lawrence de prospérer. Mais en réalité, c'était par le commerce de leurs propres récoltes, par l'échange et la négociation, qu'ils avaient bâti leur fortune. Voilà pourquoi, ajouta-t-il, le frère cadet du vicomte était devenu marchand dans la capitale. Flora le fixa, abasourdie. Elle-même n'avait découvert les origines de sa lignée que récemment. Et voilà qu'il les décrivait avec une exactitude impressionnante. Elle se pencha vers lui, intriguée, et demanda ce que cela avait à voir avec la mine. Roman répondit que les fondements de Demitri étaient dans le fer, dans l'extraction. Sans les mineurs qui peinaient chaque jour, recouverts de suie, à extraire le minerai, la famille Demitri n'aurait jamais atteint son niveau actuel. Son regard se fit plus intense. Il déclara qu'en descendant dans la mine, il apprenait à comprendre leur peine, à ressentir leur labeur. À ses yeux, c'était le devoir de celui qui hériterait de la forteresse Demitri. Flora resta sans voix. Le héros ajouta qu'il était temps pour lui de retourner dans la salle. Il s'éloigna, la laissant seule sur le balcon. Elle leva les yeux vers le ciel. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle avait compris, après la guerre,
elle avait été submergée par le doute. Mais désormais tout lui semblait clair. Elle avait fait le bon choix. Elle l'avait rencontré. Quelques jours plus tard, Flora, droite et déterminée, quittait le domaine Laurence. Elle se dirigeait vers la capitale. Le moment était venu pour la fleur de la serre Laurence de quitter la chaleur étouffante de la maison pour affronter le monde réel. Pendant ce temps ailleurs, Jacob, le chef des mineurs, sirotait une bouteille. En face de lui se tenait le maître forgeron. Ce dernier l'interrogea sur la journée. Jacob haussa les épaules, comme d'habitude. Peu importe combien on creuse cette foutue montagne, on n'en voit jamais la fin. Même si la famille Démitri perdure, les veines de fer finiront bien par s'épuiser. Mais Jacob, qui avait passé toute sa vie dans les galeries, en doutait fort. À ses yeux, la montagne de fer était inépuisable. Hendrik, le forgeron, but une gorgée et demanda si Roman s'était calmé. Il y a 2 semaines, tout le monde parlait de lui dans la mine. Jacob éclata de rire. Il raconta qu'un matin il y a 1 mois, alors que les mineurs portaient des charges, la rumeur avait couru. Le jeune seigneur va désormais travailler avec nous dans la mine. Dans l'ombre rugueuse des galeries, les mineurs se lançaient des regards sceptiques. Tous pensaient que le jeune maître ne ferait que faire semblant de travailler avant de s'éclipser discrètement. Morcan, un vétéran au regard dur, croisa les bras et déclara, plein d'amertume, que le seigneur Démitri avait complètement perdu la tête. S'il comptait vraiment élever son fils comme héritier, dit-il, il aurait dû l'envoyer dans les mines bien plus tôt. Jusqu'à maintenant, seuls les forgerons étaient respectés dans la famille. Les mineurs, eux, restaient dans l'ombre. Il rappela que même le 3e héritier, depuis son plus jeune âge, avait été formé à la forge, mais jamais à l'extraction du fer. Un murmure courut parmi les ouvriers. Tous frissonnèrent. Morcan y voyait une preuve évidente que le seigneur avait négligé leur travail, leur existence. Un autre mineur osa demander s'il ne s'emballait pas un peu vite. Mais Morcan, le visage durci, répliqua que la montagne de fer était le cœur même de Démitri, et que les forgerons s'accaparaient toute la gloire sans jamais rendre hommage à ceux qui creusaient. Il leva le poing, appelant ses camarades à montrer au jeune maître la difficulté et la rigueur du labeur minier. Peu après, Roman se tenait devant les ouvriers. Jacob, le contremaître, annonça avec sobriété que le jeune homme travaillerait désormais avec eux. Personne ne réagit. Un silence froid l'accueillit. Roman balaya la pièce du regard. Il ne cherchait ni compassion ni admiration. Le contremaître leva alors la main et rappela que la sécurité était primordiale dans les mines. Tous se mirent à démonter calmement leurs outils. Roman plissa les yeux. Il sentait bien le mépris dans l'air. Mais cela ne le touchait pas. Ce qui l'importait, c'était le cœur de Démitri, la façon dont vivaient ces gens, leurs forces, leurs espoirs, et ce qu'ils pouvaient accomplir ici. Déterminé, il regarda droit devant lui. Pour bâtir l'avenir qu'il envisageait, il devait tout connaître de ce territoire, ses failles, ses forces, ses hommes. Le lendemain, dans la chaleur pesante de la galerie, le contremaître Jacob tirait une charrette remplie de charbon. Il criait aux ouvriers de ne pas se relâcher. Le quota journalier était encore loin d'être atteint. Roman, un sac en main, observait. Il nota l'organisation rigoureuse des tâches. Tout est systématisé, pensa-t-il. Les responsabilités sont claires, et la sécurité est bien gérée. Il se demanda alors, pourquoi l'acier de la montagne de Démitri suscitait-il tant de convoitises? Un mineur, en essuyant son front, lui expliqua que ce n'était pas seulement parce qu'il était facile à fondre à la forge. Le minerai lui-même était d'une qualité exceptionnelle, inégalée. C'est pour cela qu'il était si prisé. Il ajouta, avec un sourire fier, que le territoire de Démitri permettait de gérer toutes les étapes de production. Extraction, transformation, forge, commerce. C'est ce qui expliquait les profits massifs générés depuis des décennies. Le jeune aristocrate l'écouta avec attention. Le mineur plaisanta ensuite. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la famille Démitri les milliardaires du fer. Tout, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la vente, pouvait se faire sans jamais quitter les terres de la famille. Démitri vendait à prix fort, et sa réputation, forgée depuis des générations, restait intacte. Roman frissonna. Une voix grave interrompit ses pensées. C'était Morcan, la pioche sur l'épaule, qui lança froidement que ce n'était pas un endroit pour bavarder. Il ajouta que si le jeune maître ne comptait pas travailler, il ferait mieux de ne pas gêner les autres. Les 2 hommes se croisèrent du regard. Roman s'excusa et inclina légèrement et proposa de reprendre le travail. Morcan, surpris, ne dit rien. Roman prit son sac sur l'épaule, silencieux. Le regard de Morcan le suivit, troublé. À la pause déjeuner, Roman mâchait lentement un morceau de pain sec. Il observait les autres ouvriers.
Cela faisait une semaine qu'il travaillait à leur côté, mais il ne lui adressait la parole que lorsqu'il posait une question directe. Il plissa les yeux, se demandant s'il s'agissait d'un rite de bizutage local. Un homme s'approcha. C'était Morcan, qui s'assit en face de lui avec une gravité nouvelle. Il déclara qu'il avait une question à poser. Depuis une semaine, il observait le jeune maître, sans réussir à comprendre son intention. Il demanda franchement, pourquoi travaille-t-il ici? Pourquoi se donner autant de mal? Il rappela que même le deuxième fils, Rodwell, pourtant un héritier potentiel, n'avait jamais mis un pied dans les mines. Et maintenant, voilà que l'aîné, Roman, arrivait comme s'il voulait enseigner une leçon, ce qui avait naturellement poussé Morcan à croire qu'il ne respectait pas leur métier. Mais, à sa grande surprise, le jeune homme s'était montré plus rigoureux que prévu, accomplissant chaque jour sa part de travail, parfois même plus. Dans la pénombre des galeries, les hommes parlaient à voix basse. Ils évoquaient une rumeur. Le jeune maître ne serait pas venu ici sur ordre de son père. Ce travail dans la mine, disait-on, relevait de sa propre décision. Morcan, toujours méfiant, fixait longuement le jeune aristocrate. Roman lui répondit avec un sourire tranquille et lui demanda quel genre de réponse il attendait. La version idéale ou la version sincère? Le mineur haussa les épaules et déclara vouloir les deux. Roman sourit légèrement, puis commença par la version idéalisée. Il expliqua que Démitrie était une ville minière et que la mine faisait vivre tous ses habitants. Il ne voulait pas les comprendre à travers des tableaux statistiques ou depuis les hauteurs d'un balcon doré, mais en vivant leur réalité, même brièvement. Morcan plissa les yeux et lui demanda si cela était vraiment nécessaire. Roman le regarda droit dans les yeux, avec une conviction presque désarmante. Il répondit que tant qu'il porterait le nom de Démitrie, il n'aurait pas le droit de rester ignorant. Le vétéran hocha lentement la tête. C'étaient là les paroles qu'on rêverait d'entendre dans la bouche d'un souverain, la noblesse telle qu'elle devrait être. Mais Roman ne s'arrêta pas là. Il déclara ensuite, d'un ton plus grave, que la vérité, elle, était bien plus simple. Il n'était pas le maître de Démitrie. La fortune accumulée par sa famille appartenait à son père, non à lui. Son regard se durcit lorsqu'il admit être venu ici pour comprendre ce qu'il pourrait réellement offrir à cette terre avant de réclamer, un jour, sa part légitime. Le vieux mineur ne tarda pas à repenser à cette conversation. Il comprit soudain que le jeune maître n'était pas venu dans une forge pour briller, mais dans la mine, là où tout commence, pour bâtir quelque chose de solide. Il avait compris ce que peu d'aristocrates voyaient, l'importance de leur travail, à eux, les invisibles. Un sourire sincère se dessina sur le visage du vétéran. Il fixa Roman et lui proposa de lui répondre sans retenue, quel que soit le sujet. Commencèrent alors de longues heures de questions. Roman, méthodique, curieux, creusait plus profondément que la roche elle-même. Et peu à peu, il apprit des choses stupéfiantes. Morcan expliquait que la mine de Démitrie était la plus vaste du royaume, sans exagérer, peut-être même la plus grande du continent. Au-delà, s'étendaient encore des terres inexplorées, des chaînes de montagnes surnommées le bord du monde. S'il parvenait à exploiter jusqu'à ses confins, la richesse de la famille Démitrie serait incommensurable. Mais, ajouta-t-il en se frottant pensivement le menton, le volume d'extraction restait faible. Les conditions étaient dangereuses, ce qui ralentissait le travail. Le rendement s'en trouvait diminué. Il précisa que le seigneur faisait tout son possible pour sécuriser les lieux, mais l'exploitation minière était par essence risquée. Des secousses sismiques fréquentes frappaient cette région du nord-est. Puis, dans un sourire amer, il glissa que même la noblesse ne pouvait rien contre les caprices de la nature. À peine avait-il fini sa phrase que le sol trembla. Roman sursauta. Autour de lui, les mineurs se levèrent d'un bond. Morcan courut vers un groupe agité. Un homme l'informa que le 8e puits venait de s'effondrer. Un ouvrier avait été enseveli. La troupe se dirigea en urgence vers le lieu du drame. Devant la fosse béante, tous hésitaient. Personne ne bougeait. Roman s'approcha du bord et annonça qu'il descendrait lui-même. Morcan tenta de l'en empêcher. Il lui rappela qu'il était le fils aîné de la maison Démitrie, et même s'il maîtrisait l'aura, un second éboulement serait fatal. Mais Roman le regarda avec fermeté. Il répliqua que ce serait trop tard, s'ils attendaient. Que porter le nom de Démitrie, c'était aussi porter cette responsabilité. Il donna des ordres pour préparer l'extraction du blessé, puis descendit sans attendre. L'instant d'après, une main surgit de l'obscurité. Roman, couvert de poussière, hissa lentement le blessé sur son dos. Les mineurs, stupéfaits, s'empressèrent de l'aider. Le jeune homme banda la jambe du travailleur avec calme et précision. Morcan, à l'écart, observa la scène, troublé. Même dans l'urgence, le jeune maître démontrait un sang-froid et un savoir-faire médical étonnant. Roman ordonna qu'on emmène l'homme chez le médecin.
Il précisa qu'il avait déjà effectué les premiers soins. Et si un élixir s'avérait nécessaire pour le traitement, il prendrait les frais à sa charge. 2 ouvriers s'inclinèrent et partirent exécuter l'ordre. Le jeune héros demanda le silence. Il affirma qu'il était certain que tous considéraient l'accident survenu ce jour-là comme un signe du destin, un présage funeste pour le futur des mineurs. Les hommes autour de lui le regardèrent avec étonnement. Roman s'avança d'un pas, se plaça devant eux et déclara qu'aussi parfaite soit la préparation, nul n'était à l'abri des catastrophes imprévues. Il croisa les bras et affirma qu'il existait néanmoins une solution. Difficile, certes, mais possible. Le garçon promit qu'il mettrait tout en œuvre, userait de tous les moyens et méthodes à sa disposition pour tenter de résoudre les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Morcan, debout non loin, regardait le jeune maître avec une admiration silencieuse. Le héros, déterminé, porta son regard vers l'horizon et assura que peut-être, les choses ne prendraient pas aussi longtemps qu'on pourrait le croire. Après cet incident, Romero était assis à son bureau, les mains croisées, le visage grave. Le patriarche demanda d'abord s'il avait été blessé. Roman, qui se tenait debout en face de lui, droit et fier, répondit par la négative. Le chef de famille, le regard dur, demanda ce qui lui était passé par la tête pour s'être mêlé de cette affaire. Le baron fronça les sourcils, soulignant qu'en dépit de ses talents d'escrimeur aurique, son fils ne pouvait se croire à l'abri des catastrophes naturelles. Il frappa violemment la table du poing, ajoutant que, par sa témérité, il avait failli le perdre. Les yeux assombris, Romero déclara que, même si un autre s'était trouvé à sa place, il n'aurait pu tolérer de sacrifier 2 vies pour en sauver une seule. Le jeune homme soutint calmement le regard de son père. Il expliqua qu'il n'avait fait que ce qu'il estimait être son devoir. Son père cria son nom avec colère, mais le brun le regarda avec une détermination tranquille. Il affirma que même s'il avait l'occasion de revenir dans le passé, il prendrait la même décision. Il y avait eu un accident dans la mine, et, en tant que porteur du nom d'Émitri, il croyait avoir agi comme il se devait. Romero poussa un long soupir. Il lui demanda de mettre de côté les affaires minières, au moins pour un temps. Il déclara qu'il ne lui avait jamais ordonné de s'y impliquer et ne comprenait pas ce choix. S'il avait souhaité devenir forgeron, il ne s'y serait pas opposé. Mais le garçon, les yeux plissés, répondit qu'il avait dû travailler dans la mine pour mieux comprendre ce que signifiait réellement être un Démitri. La renommée de leur famille provenait des techniques de forge avancées, mais la majorité des habitants de leur terre survivaient grâce au travail dans les mines. Le jeune aristocrate regarda son père avec fermeté et déclara que sa voie ne passait pas uniquement par la forge, mais aussi par la mine. Romero, interloqué, demanda ce que son fils avait bien pu comprendre. Le garçon joignit les mains derrière son dos. Il répondit qu'il avait compris les épreuves que les gens enduraient chaque jour. Romero tressaillit. Roman tendit alors la main, comme pour offrir ses pensées, et expliqua que son père se souciait profondément des conditions de travail des ouvriers, que ces derniers le respectaient pour cela. Mais que, malgré ses efforts, cela ne suffisait pas. Les dangers inhérents au travail minier persistaient. Roman continua, ajoutant que ces catastrophes étaient si fréquentes qu'on ne parvenait même plus à toutes les mémoriser. Le patriarche fronça les sourcils. Il répondit qu'il en avait conscience, mais que ces événements ne pouvaient ni être prédits ni véritablement évités. Le héros ne fut pas d'accord. Il soutint le regard de son père et affirma qu'il existait pourtant une solution, l'innovation magique. Romero resta sceptique. Il loua l'intention de son fils de vouloir sécuriser les galeries, mais rappela que les artefacts nécessaires coûteraient une somme astronomique. Le jeune homme acquiesça. Il concéda que l'artefact de bouclier d'air n'avait qu'une durée limitée. Son père lui demanda s'il proposait vraiment de les utiliser malgré cela. Le héros, les yeux brillants de résolution, répondit que oui. En installant ces artefacts, la production de minerais pourrait augmenter, et il ne serait plus nécessaire de ralentir l'exploitation des parties encore intactes de la montagne. Il parla alors d'un coup d'opportunité. Le jeune épéiste serra les poings. Il expliqua que, même si l'on investissait des sommes considérables pour équiper les mines, les bénéfices futurs seraient tels que cela ne représenterait plus une perte. Et une fois ces protections en place, il suffirait d'introduire des postes dédiés à la sécurité pour réduire encore les risques. Une partie des profits accrus pourrait ainsi être réinvestie dans le bien-être des travailleurs. Le jeune héros demanda à son père ce qu'il pensait de son idée. Le chef de famille esquissa un sourire, puis lui demanda combien il comptait investir dans ce projet. Toutefois, il le mit aussi en garde. Il devait se préparer à affronter les conséquences si sa décision s'avérait précipitée. Dans sa vie passée dans le monde du Murim, où règne la sélection naturelle, 2 organisations dominaient le domaine de la manipulation de l'information, les mendiants et le clan Tao. Les mendiants recueillaient les conversations entendues par des vagabonds disséminés à travers le monde. Le clan Hao, lui,
utilisait les groupes les plus vulnérables socialement comme oreilles, notamment les jeunes employés des établissements de divertissement. Dans cette vie, le héros, quant à lui, avait fait un choix différent. Plutôt qu'une forge, il avait choisi de s'appuyer sur les travailleurs de la montagne, ces hommes et femmes qui formaient l'âme même du territoire des Démitries. Avec leur aide, il espérait collecter des informations sur tout ce qui se passait dans la région nord-est. Armé de l'argent de son père et animé par une motivation impérieuse, il s'apprêtait à bâtir un clan de seigneurs de l'information. Le jeune homme, penché sur une carte, fronça les sourcils. Ce qu'il avait en main ne suffisait pas. Il plissa les yeux, songeur. Une guilde d'information limitée à la seule région nord-est ne lui servirait à rien. Il devait aller plus loin. Son ambition était de tisser un réseau d'informateurs sur l'ensemble du continent. Tout en se caressant le menton, il reconnut que les ouvriers n'étaient pas des experts en collecte d'informations. Il lui faudrait donc filtrer minutieusement les données qu'il recevrait. En regardant vers l'avenir, il comprit qu'il devait établir des liens solides avec la guilde marchande des Démitries, et surtout, trouver quelqu'un d'extérieur capable de centraliser et d'analyser les informations. Un sourire s'esquissa sur son visage. Il avait déjà une personne en tête. À la fin de la journée d'entraînement, les soldats entendirent des mots qu'ils n'auraient jamais imaginés. Chris déclara qu'il allait leur enseigner les techniques de cultivation du mana, ainsi que l'art du maniement de l'épée. C'était, disait-il, un cadeau du jeune maître Roman pour leur loyauté. Les mercenaires étaient stupéfaits. Tous étaient sous le choc. Le blond leur demanda de suivre cet entraînement avec passion et rigueur. Technique de cultivation du mana. S'interrogeaient certains. Si l'on parvenait à systématiser la gestion du mana, ces techniques ne seraient plus de simples copies bon marché vendues sur les marchés. Elles deviendraient de véritables trésors. Lucas, sceptique, fronça les sourcils. Il se disait que Roman ne leur faisait sûrement pas assez confiance pour leur livrer un enseignement de cette valeur. Mais le blond poursuivit, annonçant avec gravité que cette technique portait le nom des instructions spirituelles d'Azura. Azura signifiait le démon du champ de bataille. Les mercenaires en eurent des frissons. Et pourtant, après quelques minutes, ils ressentaient déjà l'effet de l'entraînement. En quelques jours à peine, leur sens s'était aiguisé à l'extrême. Ils sentaient le vent caresser sa peau. La technique d'aura, qui comptait 108 méthodes pour affronter l'ennemi, représentait un art martial invincible, l'incarnation même de la guidance spirituelle. Le mercenaire regarda ses mains. Une fine brume de mana y flottait. Qui était donc Roman Démitrie pour posséder une telle connaissance? Lucas pensa que s'il avait mis la main sur une technique comme les instructions spirituelles d'Azura et l'art de l'épée d'Azura, il ne les aurait partagées avec personne, pas même avec sa propre famille. Lui qui, autrefois, avait tout sacrifié pour apprendre la cultivation du mana, sentait que cette rencontre représentait le tournant de sa vie. Il était heureux. Peu après, Lucas se trouvait avec Roman. Il fixa alors le maître, puis déclara qu'il voulait rester à ses côtés. Le héros, les mains croisées dans le dos, observa le soldat. Opportuniste habile, bien connecté, vétéran aguerri, un profil idéal. Mais il refusait. Le mercenaire baissa les yeux et expliqua que s'il acceptait de diriger la guilde d'information, il devrait quitter le maître qu'il voulait servir. Le vétéran, emporté par l'émotion, se frappa la poitrine et le supplia de ne pas l'écarter. Le héros esquissa un sourire. Il nota mentalement la sincérité de cette performance. Le noble lui demanda pourquoi il leur avait enseigné les arts d'Azura. Lucas, désarçonné, répondit qu'il l'ignorait. Roman répondit simplement. C'était un cadeau. Une récompense pour leur loyauté. Roman esquissa un sourire malicieux et demanda à Lucas ce qu'il pensait vraiment de lui. Était-il le genre d'homme capable de tout sacrifier pour remercier ses soldats de leur loyauté? Leurs regards se croisèrent. Roman répondit calmement qu'il ne cherchait pas une loyauté aveugle ou irrationnelle. Ce qu'il offrait n'était rien de plus qu'un paiement juste pour ceux qui avaient risqué leur vie à ses côtés pendant la guerre. Mais le héros relança aussitôt. Que donnerait-il alors à un homme dont la valeur dépassait celle d'un simple soldat? Le mercenaire frissonna. Était-il question de quelque chose de plus précieux encore que les instructions spirituelles d'Azura? Cela paraissait inconcevable. Lucas s'inclina solennellement et déclara qu'il suivrait les ordres. Il s'engageait à fonder la meilleure guilde d'information du continent. Roman le fixa longuement. L'homme était réaliste, réfléchi, calculateur. Il représentait le choix idéal pour diriger cette organisation. À l'entrée de la mine, les ouvriers levèrent les yeux, surpris, avant de saluer joyeusement le jeune maître. Roman s'approcha, entouré d'un respect sincère. Les mineurs le remercièrent. Il n'était pas commun qu'un aristocrate se soucie autant de leur sécurité. Un vieil homme s'avança et, la voix vibrante d'émotion, déclara que grâce à Roman, son unique fils était toujours en vie.
Puis, tombant à genoux, il promit qu'il serait prêt à sacrifier la sienne en retour. Roman le remercia avec dignité, touché. Depuis ce jour, la foi des habitants envers l'aîné des Démitri s'était consolidée. Une ferveur nouvelle naquit, et le baron Romero, en observant cela, fut plongé dans de profondes réflexions. Un mois s'était écoulé depuis la fin de la guerre contre la famille Barco. Autour de la grande table, les hommes de la famille se réunirent pour leurs réunions régulières. Ils évoquèrent le vide de pouvoir laissé par la chute des Barco. Désormais, plus rien ne semblait pouvoir limiter l'expansion des Démitri. Même d'anciens alliés influents des Barco demandaient à former des alliances avec eux. L'ancien regarda droit devant lui, puis releva la tête. Comme convenu, ils avaient refusé tout contact avec les autorités compromises. Ces papiers posés sur la table en étaient la preuve. Il demanda ce qu'il fallait en faire à l'avenir. Le chef de famille, impassible, répondit que pactiser avec ceux qui avaient infligé des blessures aussi profondes ne relevait pas de la clémence, mais de l'arrogance. Il n'y avait, selon lui, aucune justification à une telle alliance. Il croisa les bras et déclara qu'il leur ferait comprendre ce que signifiait devenir l'ennemi du non-Démitri. Les regards s'abaissèrent, solennels. Un autre membre proposa alors de passer au point suivant. Le jeune homme, assis à droite de Romero, rappela que durant le conflit, la famille Barco avait bénéficié d'un soutien extérieur. Cela démontrait les conséquences possibles de telles alliances. Il introduisit l'idée de renforcer la puissance militaire et d'anticiper les situations imprévues, exprimant le souhait d'acquérir une arme magique. Romero, pensif, abaissa la tête. Rien n'était plus stabilisateur que la force militaire. Le jeune homme ajouta que, grâce à l'intervention du jeune maître Roman, le budget permettait désormais ce genre d'investissement. Ils expliquèrent que de nombreux fonds avaient été utilisés pour équiper les puits de la mine avec des artefacts protecteurs. Le document montrait que cela avait permis une augmentation de la production de 30% en un temps record. L'ancien se retourna, impressionné. Avec une telle dynamique, il était probable que la production double dans les mois à venir. Le patriarche croisa les bras. Et qu'en était-il de l'argent dépensé pour les artefacts? Un homme répondit que, grâce à l'augmentation des profits, les coûts avaient déjà été largement couverts. À ce moment Romero pensa, le jeune Roman continuait à travailler aux côtés des mineurs. Sa décision avait été juste. Il n'avait suivi aucun ordre, n'obéissait à aucune influence. Il avait simplement choisi d'extraire le fer lui-même, affrontant de face les difficultés du métier. Ce cas précis avait permis de mettre les points sur les « i ». Sa réputation avait changé. Les hommes autour de la table souriaient avec une sincère admiration. L'homme assis à droite du baron Romero, la voix basse, il posa la question que tout le monde murmurait à demi-mot. « Monsieur, comment comptez-vous résoudre la question du futur successeur ?» Le seigneur fronça les sourcils. Il se demandait, en silence, si les choses sérieuses avaient réellement commencé. L'un des hommes lui rappela qu'il y a 3 ans, c'était le jeune maître Rodwell qui avait été désigné comme futur chef de famille. À l'époque, ni le comportement de Roman, ni les capacités naturelles du Benjamin n'inspiraient la confiance nécessaire pour assumer de grandes responsabilités. Mais aujourd'hui, la situation avait changé. Roman avait affronté la guerre contre les Barco, résolu la crise sécuritaire dans la mine et démontré un talent inné pour le maniement de l'épée. La conversation continuait autour de la table. Les actions actuelles du jeune maître révélaient les qualités d'un souverain capable. Tous autour opinèrent. Oui, il le pensait aussi. Le chef les regarda et admit que, même si aucune déclaration officielle n'avait encore été faite, une compétition loyale entre les héritiers était nécessaire. Il présenta alors les 2 frères, Roman et Rodwell. Ce simple geste fit onduler la surface tranquille de la maison Démitri, comme une pierre tombée dans un étang. Le patriarche, désormais dans son bureau, croisa les bras et songea à ses fils. En peu de temps, l'aîné avait prouvé sa valeur. Quant au cadet, il avait porté le titre d'héritier avec responsabilité. Mais était-il juste de les opposer aussi tardivement, après un tel parcours? Il réfléchit longuement, puis déclara qu'il commencerait par observer la situation. Ce n'est qu'ensuite qu'il déciderait quoi faire. Le seigneur serrait les poings, seul dans son bureau. La question de l'héritier ne pouvait être tranchée que par le consentement des figures clés. Les officiers personnels, le propriétaire de la mine, et enfin, le maître forgeron Hendrik. Il renversa légèrement la tête en arrière. Il fallait au moins l'accord d'un tiers pour que la rivalité puisse être formellement lancée, même si cela devait semer le trouble. Il ordonna alors qu'on fasse venir Hans. Le serviteur, visiblement confus, se tint devant lui. Il avoua ne pas comprendre la raison de sa convocation. Le seigneur le fixa et demanda simplement « Estime-t-il que Roman est digne de devenir l'héritier de la famille Démitri ?» Hans sembla foudroyé par la question.
Il mit ses mains dans le dos et répondit qu'il y a 3 mois, il aurait dit non, sans hésiter. Mais le Roman d'aujourd'hui n'était plus le même homme. Les yeux écarquillés, il expliqua qu'il avait observé le jeune maître de loin. Il avait grandi. Il était désormais digne du titre de successeur. Le seigneur Romero lui demanda d'en dire davantage. Hans se souvint alors des paroles du jeune homme. Roman avait dit vouloir travailler à la mine pour mieux comprendre le peuple des terres de Démitrie, pour percer leur cœur et leur douleur. Il baissa la tête, imaginant le jeune aristocrate marchant aux côtés des mineurs, peinant avec eux, découvrant de ses propres mains la réalité du peuple. Puis, posant la main sur sa poitrine, Hans ajouta « Roman avait pris conscience du poids que faisait peser sur lui le nom de Démitrie. » Le seigneur hocha lentement la tête, comprenant. Il le remercia et le laissa partir. Une fois seul, Romero ordonna qu'on convoque immédiatement le propriétaire de la mine. Il voulait l'interroger sur l'effondrement qui avait eu lieu. Un homme se présenta, accompagné d'un autre. Il expliqua que, conformément à la demande, il avait amené celui qui se trouvait sur les lieux au moment de l'effondrement. Le seigneur l'identifia. C'était Morcan, un ouvrier de la mine de la montagne. On lui demanda de raconter les événements. Morcan prit une inspiration et expliqua que l'accident s'était produit une semaine après l'arrivée du jeune maître dans la mine. L'un des puits s'était effondré, ensevelissant un ouvrier. En raison du risque d'un nouvel effondrement, la direction avait recommandé de ne rien tenter. Mais Morcan se rappela son regard intense, presque dément. Le jeune homme avait affirmé qu'il irait seul secourir le blessé. Il baissa les yeux et admit qu'au début, il n'aimait pas ce noble. Mais aujourd'hui, il comprenait à quel point il avait été stupide de penser ainsi. Il se souvenait du moment exact. Roman, seul face au gravat, appelant le blessé, avançant malgré les dangers, décidé à le ramener vivant. Le serviteur se tourna vers le seigneur et ajouta qu'à ce moment-là, Roman avait crié qu'il était l'aîné des Démitrie et que c'était à lui de résoudre les problèmes de son peuple. Ce sauvetage n'avait été ordonné par personne. C'était la décision entière de Roman. Il s'inclina et dit qu'à présent, s'il devait évaluer le jeune maître, il n'hésiterait pas. À ses yeux, Roman était le véritable héritier de Démitrie, un homme qu'il suivrait les yeux fermés. Romero écouta attentivement. Tous estimaient que ce jeune homme convenait au rôle de successeur, mais, malgré cet avis unanime, la décision demeurait incertaine. L'opinion la plus influente, celle du maître forgeron, restait cependant inconnue. Pendant ce temps, dans la forge, un jeune homme entra en portant un uniforme et annonça que des armes étaient arrivées de la part du jeune maître pour être réparées. Le maître, sans lever le regard de son établi, répondit qu'il fallait l'accepter. Le jeune homme, surpris, demanda s'il avait bien compris. Le maître forgeron lui répéta d'un ton plus fort « Tu dois l'accepter ». Le maître forgeron Hendrik, baissant la tête, songea qu'il aurait volontiers refusé. Mais après avoir entendu les récits concernant la mine, il se sentit coupable. Ses machinations contre le jeune maître l'avaient rongé. Les ouvriers, face à l'entassement d'équipements usés, réalisaient combien d'efforts il leur avait fallu pour parvenir à ce résultat. Brusquement, ils aperçurent une épée brillante. Le maître forgeron la souleva. La lame était parfaite et rigide, le manche sculpté rappelait l'art. Il déclara que même à Démitrie, cœur de la forge, une telle pièce se faisait rare et demanda d'où elle provenait. Tout autour, la forge semblait en flammes. Hendrik sentit que le mana réagissait intensément. Il s'approcha, conscient qu'un simple arcaniste n'aurait pu produire tant d'énergie. Il songea que sa technique de forge était sans égale sur le continent, mais cette résonance majeure dépassait tout. Peu de temps après le travail avait été fait. Un amas d'armure gisait déposé à l'entrée. Le blondinet jeta un œil et demanda s'ils avaient déjà terminé. Les ouvriers répondirent que le travail durerait au moins 2 semaines, mais le maître avait mis tous les forgerons en branle. Le jeune homme, renversant la perspective, aperçut Hendrik qui questionnait activement Roman. D'où venait cette épée? Qui l'avait forgée? Roman expliqua qu'il ne l'avait pas trouvée, il l'avait forgée lui-même. Hendrik fronça les sourcils d'un air agacé et lui reprocha de se moquer. Roman insista. Il était l'auteur de cette lame, unique au monde, qu'il baptisa Salamandre en hommage à ce continent. Le forgeron, furieux, traita le prétendant de menteur. Pourtant, Roman proposa de lui prouver. Il lui rappela que, dès que Hendrik le verrait manier un marteau, tout deviendrait clair. Après s'être rendu à la forge personnelle de Roman, ils se dirigèrent ensemble vers l'enclume. Le jeune se prépara, il allait forger une nouvelle épée à laquelle confier sa vie. Roman déclara qu'il connaissait ce sentiment. Il confia bientôt qu'il accomplissait son devoir, forger une lame digne de remplacer la salamandre pour protéger le pays. Il déposa l'âme de l'acier sur l'enclume et invita Hendrik à observer. Il ôta sa chemise et tomba en sueur,
nu comme au début de son investissement total. Le vieux maître, incrédule, en voyant Roman ôter sa chemise, se dit que Roman ne connaissait même pas les bases, et dans ce cas il n'y a plus rien à observer. Mais dès que le premier coup de marteau siffla, Hendrik écarquilla les yeux abasourdis. Rien qu'au son du marteau, la frappe était parfaite. Roman songea que dans le monde du Murim, le mana primait pour la qualité. Ici, ce qui comptait était l'équilibre parfait entre métal et esprit. Roman visait à créer une lame optimale pour son porteur martial, la maniant à la perfection. Des lunes plus tard, les coups précis filaient, le métal s'anima, l'écran de braise dansa sur ses bras. Le maître le regarda, toujours abasourdi, se rappelant vaguement le légendaire baron Démitri, son style, sa vitesse, le métal vibrant sous ses coups. Il reconnut en Roman un talent de son sang, ce jeune homme est l'héritier, songea-t-il. La soirée arriva. Hendrik, ému, baissa la tête. Il admit que Roman et reconnut que Roman avait forgé Salamandre. Roman lui offrit l'épée Salamandre. Le maître, muet, l'examina sous toutes ses faces. Matière parfaite, équilibre exquis. Il songea que le jeune homme savait manier le marteau comme nul autre. 3 ans plus tôt, lors d'une réunion au manoir, le maître forgeron avait lancé un cri désespéré. Pourquoi le fils aîné, promis au rôle de futur héritier, traînait-il sa réputation? Il avait vanté le second fils, reconnu pour ses talents à la capitale. Mais ce soir, en voyant Roman à l'œuvre, tout changea. À son bureau, le baron Romero Démitri était assis pensif. Romero repensa à ses années. Son fils avait changé, déterminé, compétent. Il se demandait s'il saurait convaincre Hendrik. Ce dernier, avec émotion, réaffirma « Roman mérite pleinement d'être successeur ». Le seigneur, surpris, attendit confirmation. Hendrik, posant la main sur le cœur, jura que la vérité ne mentait pas. Il avait examiné la lame, suivi ses efforts, comme Voltaire laborieux au creuset, sans relâche. Il baissa les yeux, « Je dois être honnête. Quand on lui a donné de l'équipement vil à l'époque, il m'avait réprimandé, me reprochant d'armer nos troupes avec de telles pacotilles. Ce soir-là, il avait analysé tous ses gestes, acquis une vérité. Roman possédait l'intuition propre au Démitri. Il avait essayé, souffert, appris, et sa lame brillante en était la preuve. Je l'ai vu se battre avec la forge, s'oublier face aux flammes. » Hendrik prit l'épée, le tendit à Romero et affirma qu'elle avait été forgée par le jeune maître. « Votre futur successeur n'aura aucune difficulté à reconnaître sa valeur au premier regard. » Romero prit l'épée, l'examina de près, s'étonna des détails. Comment Roman pouvait-il forger ainsi? Hendrik s'approcha et dit que leur choix de 3 ans plus tôt devait être révisé. Le seigneur se rappela quand il avait sorti un tiroir, en tira une lettre du second fils. Il avait récemment été promu à l'Académie royale. Il s'apprêtait à passer de la théorie à la pratique, en tant que commandant. Romero contempla la scène, entre la réussite familiale et l'héritier forgé au feu. L'homme se tenait près de la table. Sur le parchemin étalé devant lui, il était écrit que son fils obtiendrait les meilleures notes à l'Académie, qu'il deviendrait un fils dont on pourrait être fier, coûte que coûte, et qu'il offrirait à Démitri un nouvel avenir. Le seigneur, immobile devant la fenêtre, laissa ses pensées vagabonder. Roman et Rodwell possédaient tous deux des capacités extraordinaires. Il les avait présentés au monde. Même Rodwell, reconnu comme un génie, ne pouvait être comparé à l'actuel Roman. Un jeune homme capable de se bâtir une réputation non seulement dans le royaume, mais sur l'ensemble du continent. Pensant au royaume de Caïro, Romero songea qu'une fois Rodwell diplômé de l'Académie et Roman engagé dans les troupes défensives, la véritable lutte pour l'héritage commencerait. Quelques jours plus tard, au domaine, un prêtre venu de Valhalla arriva, porteur de distinctions honorifiques. On le fit entrer dans la forteresse de Démitri, où il fut accueilli par le seigneur en personne. Après les présentations, le prêtre confia qu'il avait entendu une rumeur selon laquelle Roman aurait tué le ranker Omro. Il ôta sa capuche et précisa que, le cas étant exceptionnel, il souhaitait le rencontrer lui-même afin de juger s'il méritait un classement officiel. Il expliqua ensuite qu'un blason, un nom de famille reconnu ou une garantie de rang pouvait suffire à conférer du prestige, même à un combattant de bas niveau. Grâce à cela, un nom pouvait suffire à forger une réputation, sans que l'individu ait besoin de faire ses preuves. Le seigneur Romero s'excusa alors. Son fils, dit-il, avait travaillé à la forge pendant plusieurs jours. Il proposa de lui accorder un jour de repos avant de le rencontrer le lendemain. Le prêtre accepta, et Hans, en guide, fut affecté à ses côtés. En marchant dans les longs corridors de pierre, Hans expliqua que la maison Démitri possédait la plus grande mine de fer du royaume et produisait des métaux d'une qualité inégalée. Chaque bâtiment, ajouta-t-il, était fondé sur du métal, y compris les portes massives de la forteresse. Le prêtre s'arrêta soudain. Au loin,
Des sons de lames s'entrechoquant résonnaient dans l'air. Il tourna la tête et demanda s'il pouvait observer l'entraînement. On l'Y autorisa, mais uniquement de loin. Dehors, des guerriers s'affrontaient. Des lames fendaient l'air. 2 combattants étaient engagés dans un duel intense. L'un d'eux, fronçant les sourcils, lança à son adversaire que s'il négligeait ainsi sa défense, il ne sortirait pas vivant d'un vrai combat. L'autre répliqua, le regard flamboyant, qu'il fallait d'abord vaincre avant de parler. Les 2 se toisèrent avec une intensité féroce. Le prêtre, intrigué, observa. Ces soldats n'étaient pas ordinaires. Les 2 étaient des maîtres d'armes d'Ora, un fait rarissime. Rappelons que parmi les 30 personnes que Roman avait recrutées, il n'y avait aucun utilisateur d'Ora. À l'époque, Roman, les bras croisés, confia alors que ce jeune homme avait l'étoffe d'un vrai guerrier. Grattant sa tête, Pucky jusque-là, ne comprenait pas pleinement ses paroles. Puis, un jour, Pucky, l'un des soldats, regarda son épée, stupéfait. Il venait de manifester l'aura. Depuis cet instant, leur approche de l'entraînement changea radicalement. Ils s'exerçaient avec ardeur, prêts à risquer leur vie pour franchir leurs limites. De retour au présent, les épées s'entrechoquaient, les cris retentissaient. Pucky cria à son adversaire de riposter, avant de lui asséner un coup si puissant que l'autre recula. Pucky hurla que l'autre n'était qu'un lâche. Kevin, enragé, bondit en arrière, hurla à son tour, puis chargea d'un puissant coup. Pucky esquiva de justesse, choqué par l'acharnement de l'affrontement. Kevin répondit qu'il ferait mieux de prendre ce combat au sérieux, avant de placer sa lame tout près de sa gorge. Puis il déclara froidement que, sur un vrai champ de bataille, sa tête aurait déjà roulé. Le prêtre, horrifié, observait la scène. Tous les soldats combattaient dans un style homogène, et leur technique, bien que variée, oscillait entre la précision et la perfection. Ce n'était pas là une armée provinciale. Il crut voir en eux une réplique en miniature de l'empire de Valhalla. Il se demanda depuis quand Démétrie avait rassemblé autant de puissance. Les soldats s'échangèrent un regard. Le prêtre, les imaginant sur un champ de bataille, comprit que cette force n'avait rien d'ordinaire. Certes, la famille possédait une grande influence sur les terres du Nord-Est, mais il serait faux d'y voir une simple garnison rurale. L'assistant du prêtre s'enquit alors. Était-il certain que la ville de Démétrie ne vivait que de l'exploitation minière? Le prêtre, troublé, avoua que ses certitudes vacillaient. Ce qu'il venait de voir prouvait que ces hommes n'étaient pas de simples soldats. Il scruta la prairie, devina une formation disciplinée, une structure martiale cachée sous l'acier. Il déclara que cela devait être l'ordre des chevaliers de Démétrie, sous le commandement du baron Romero. Hans sourit avant de rectifier. Ce n'était pas un ordre dépendant de la lignée familiale. Ces hommes appartenaient à la garde personnelle du jeune maître Roman. Le prêtre, stupéfait, attrapa Hans par les épaules, l'interrogea vivement. Comment pouvait-on traiter des épéistes d'Ora comme de simples soldats? Était-ce une armée de mercenaires recrutés à prix d'or? De jeunes recrues se préparant à rejoindre l'ordre? Hans répondit, inquiet, qu'il ignorait pourquoi il posait la question, mais si l'on parlait de ces 2 combattants, alors non, il n'était pas né maître d'Ora. Il se souvint encore. Kevin, fils d'une famille pauvre, avait été accueilli personnellement par le jeune maître Roman. Pucky, il y peu de temps était un simple mercenaire de Rancé, avait lui aussi rejoint le groupe. Tous 2 avaient progressé grâce à l'enseignement du jeune maître. Le prêtre, bouleversé, comprit que ce Roman possédait une intuition rare. Il savait reconnaître le potentiel caché chez les autres. C'était là un véritable don. Le prêtre abasourdi se demandait qui était vraiment ce jeune Roman. Le lendemain, l'homme posa une chope sur la table et déclara qu'il était enfin temps de le rencontrer. Il baissa les yeux vers le sol, songeur. Qui était vraiment ce jeune maître? Un génie encore privé d'occasion de faire ses preuves, ou bien un héros de pacotille? À cet instant, la porte s'ouvrit. Le jeune homme fit son entrée, marchant d'un pas assuré. Lorsqu'il parvint à sa hauteur, il planta son regard droit dans celui du prêtre. Un regard calme, dominant, empreint d'une aisance maîtrisée. L'homme se raidit. Cet adolescent respirait l'habitude du combat. Roman s'approcha, se présenta poliment et déclara qu'il était honoré de cette rencontre. Le prêtre lui tendit la main, avant de lui demander si la rumeur selon laquelle il aurait tué Homero était fondée. Roman répondit avec simplicité que c'était vrai. Le prêtre, esquissant un sourire énigmatique, affirma alors que le jeune homme ne mesurait sans doute pas encore la portée de son acte. Homero n'était pas n'importe qui, non seulement le 49e au classement des combattants, mais un épéiste de niveau 4 étoiles, sur le point de gravir les échelons. Et voilà qu'un garçon à peine âgé de 25 ans l'avait vaincu. Il poursuivit, expliquant calmement que, selon les standards du royaume de Caïro,
Il ne se tromperait pas en qualifiant Roman de plus talentueux guerrier de sa génération. Roman lui répondit, sourire en coin, que l'homme parlait si grandiloquemment qu'il en oubliait toute logique. Il vaudrait mieux, selon lui, aller droit au but. Le prêtre hocha la tête, admettant qu'il convenait désormais d'établir la vérité. Pour cela, il lui fallait d'abord expliquer les règles du classement. Il évoqua la pyramide hiérarchique. Les combats permettant d'obtenir un rang étaient soit officiels, soit non officiels. Dans le cadre d'un affrontement officiel, expliqua-t-il, un combattant devait obtenir l'autorisation du temple, puis prouver sa valeur en vainquant son adversaire devant des témoins. La victoire ou la défaite avait alors un impact direct sur sa position dans le classement, un certificat étant ensuite délivré. En revanche, en cas de duel non officiel, si l'on venait à vaincre un ranker, le rang de celui-ci devenait vacant, mais n'était pas transmis au vainqueur. Après un an, les rangs se réorganisaient, les combattants inférieurs montant d'un cran. Le prêtre précisa cependant que, si le vainqueur d'un duel non officiel parvenait à prouver sa qualification, il pouvait alors prétendre à la 100e place, la plus basse du classement. Le jeune homme comprit. S'il confirmait ses aptitudes, il entrerait malgré tout dans le classement officiel. Le prêtre poursuivit, posant sur la table un étrange appareil. Le temple, expliqua-t-il, ne reconnaissait que ce qu'il pouvait vérifier lui-même. Cet outil, un auramètre, servait à évaluer le niveau d'un guerrier. Le principe était simple. Le combattant versait son mana dans l'appareil, et celui-ci changeait de couleur. Rouge pour une étoile, orange pour 2, jaune pour 3. À partir de 4 étoiles, l'orbe s'illuminait en vert. Il s'approcha et ajouta, puisqu'il avait tué un épéiste 4 étoiles, Roman devait prouver qu'il en possédait au moins 3. Roman hocha la tête, acceptant l'épreuve. Il posa sa main sur le globe. Ce monde, pensa-t-il, était bien différent du sien. Il s'étonna de cette technologie capable de mesurer une telle force magique. Était-ce donc cela, les mages, des sorciers, ou bien des demi-dieux ayant atteint les sphères divines? En une fraction de seconde, l'air vibra. Toute la pièce fut submergée par une aura pourpre intense. Le prêtre recula, stupéfait. Le jeune homme toucha l'orbe et celui-ci vira instantanément au rouge, puis à l'orange. Le prêtre, médusé, murmura que ce processus prenait d'ordinaire 5 minutes. Quelques instants plus tard, la sphère tourna au jaune. Roman sourit en voyant l'évolution. Apparemment, j'approche de la limite, songea-t-il. Essayons maintenant selon les techniques de Murim. Ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. Le globe vira soudainement au vert éclatant, puis se fissura avec un craquement sec. Le prêtre recula, effaré. C'est impossible, pensa le prêtre. Cet appareil est l'œuvre de générations entières de chercheurs et de mages. Il peut détecter avec précision le mana d'un épéiste 6 étoiles. Le vert est la limite. Au-delà, l'orbe ne doit jamais casser. Pourtant, il venait de se briser. Roman, impassible, demanda si l'objet était défectueux. Le prêtre répondit que non, que cela était impossible. Il s'approcha du globe fendu, encore sous le choc. Ces cas étaient rarissimes, reconnut-il, et il ne pouvait donner d'explication formelle. Mais une chose était sûre, juste avant l'implosion, l'auramètre avait bien brillé d'un vert éclatant. Il regarda Roman et pensa intérieurement. Roman Démitri est un épéiste 4 étoiles. Il observa le jeune homme. Il ne s'agissait pas d'un dragon dissimulé, attendant son heure pour s'envoler, mais bien d'un démon de puissance déjà éveillé, irradiant une puissance brutale. Ce n'était pas un être en devenir, c'était déjà un monstre accompli. Songeur, il se demanda comment une telle créature avait pu naître au sein de la famille Démitri. L'apparition d'un tel ranker dans l'arène, avec le potentiel d'atteindre les 6 étoiles, relevait de l'inimaginable. Le prêtre Willas inclina la tête. Ce jeune homme, pensa-t-il, bouleverserait non seulement le royaume de Caïro, mais peut-être même l'ensemble du continent de Salamandre. Devant lui, Roman restait impassible. Le prêtre ajusta ses lunettes, s'excusa brièvement, puis récupéra l'auramètre, déclarant qu'il s'agissait là d'une situation inédite pour lui et qu'il ne pouvait se permettre de prendre une décision hâtive. Il annonça que les résultats seraient transmis dans les jours à venir. Son regard se posa sur la fissure du globe magique. Il pensa à l'objectif fondamental de l'empire de Valhalla, qui, jadis, avait implanté son temple sur le territoire du royaume de Caïro, recruter des talents, coûte que coûte. En se retirant avec la permission de Roman, il admit intérieurement qu'il devait en apprendre davantage sur cet homme. Peu de temps après, assis à son bureau, Willas feuilletait un dossier. Roman, qui est-il vraiment? Après 25 années d'existence discrète, son destin avait pris un tournant spectaculaire. L'homme se demanda s'il était vraiment possible qu'un individu change à ce point.
Il lut les rapports, l'extermination de la secte sanguinaire les Crocs de Sang, puis la guerre contre Barco. Partout, Roman avait agi avec une précision chirurgicale. Une audace folle, capable de risquer des vies pour concrétiser ses desseins. Mais surtout, la capacité de les mener à bien. L'homme fronça les sourcils. Ce n'était pas seulement une force brute. Ce jeune homme savait penser et savait agir. Il poursuivit son examen. L'oramètre, pensa-t-il, ne présentait aucune anomalie. Si l'orbe avait noirci et craqué, ce n'était que sous l'effet d'une force incomparable. Le résultat attendu était un verre lumineux, mais ce qu'il avait vu dépassait les normes. Dans un sursaut, il abattit la paume sur la table. Il fallait en référer immédiatement. Se dirigeant vers le dispositif de communication, Willas se présenta, puis annonça officiellement qu'il proposait Roman Démitri comme candidat au recrutement pour l'Empire de Valhalla. Il nous explique que les guerriers de l'Empire n'étaient pas des barbares épris de guerre. L'Empire, stratège, savait créer des systèmes pour attirer les talents étrangers. Le système de classement en faisait partie. Une tradition qui conférait gloire et statut à ceux qui entraient dans la hiérarchie. Chaque pays rêvait d'avoir un ranker parmi les siens. Ainsi, l'Empire pouvait découvrir des pépites sans dépendre de ses seules ressources humaines. Un homme en cap déclara, alors que le garçon valait l'effort, qu'il fallait le promouvoir et surtout trouver une manière de le recruter. L'homme rappela au prêtre que lors de l'intégration de guerriers étrangers, la priorité absolue était la sécurité. Il fallait permettre à Roman de ressentir l'âme de Valhalla, mais sans le brusquer. Le prêtre acquiesça et s'inclina. Il annonça qu'il informerait la famille Démitri que l'oramètre avait dysfonctionné, que Roman ne possédait que 3 étoiles et qu'il lui serait discrètement attribué la 100e place du classement. Willas esquissa un sourire sarcastique. Dans un petit royaume comme Caïro, quelle agitation pour un simple nom inscrit sur une liste. Le lendemain, la capitale de Caïro fut bouleversée par l'annonce du prêtre. La naissance du plus jeune ranker jamais enregistré venait de naître. Un noble, assis à son bureau, demanda à voix basse si la nouvelle était vraie. Le serviteur, debout face à lui, confirma. Willas, du temple de Valhalla, s'était déplacé en personne chez les Démitri et avait certifié que le jeune homme était un épéiste 3 étoiles, ajoutant qu'il avait bel et bien vaincu Homero. Toutefois, selon lui, ce dernier avait été négligent et n'avait pas eu le temps de libérer sa 4e aura. Le noble, le marquis Bénédicte, baissa la tête, songeur. Figure influente du gouvernement central, il fixa son domestique et demanda « Quel âge a-t-il, ce jeune homme ?»« 25 ans, monsieur », lui répondit le serviteur. Un silence pesant s'installa. Puis Bénédicte murmura que c'était bien le moment où les vrais talents émergeaient. Mais que ce surgissement sur les marches du royaume était suspect. Il fronça les sourcils. Et que font les autres factions? Le serviteur lui fit savoir que tous avaient immédiatement réagi. Les empires étaient en alerte, Valhalla en tête. Bénédicte se leva brusquement, furieux. Sale chien d'impériaux. Ce talent est né à Caïro, et ils osent vouloir le voler avant nous? Il contempla mentalement la carte de Caïro. Le royaume de Caïro était divisé en 4 factions. Celle du roi, qui dirigeait le pays, celle du marquis Bénédicte lui-même, composée des aristocrates, puis les alliés de l'empire de Cronos, et enfin, ceux de Valhalla. C'était la dure réalité d'un petit État. Il fallait jouer serré pour ne pas être dévoré. Il grimaça. Il fallait agir vite, envoyer ses propres hommes avant que d'autres puissances ne s'approprient Roman. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la famille royale. Il ne fallait pas leur laisser la moindre opportunité. La nuit était tombée sur une forteresse à l'ouest du royaume. Une ligne de front en proie aux flammes. À l'ouest, le royaume bordait l'empire de Cronos, et au sud, celui de Hector. Une guerre brutale faisait rage. Cronos, qui régnait sur les plus grandes chaînes de montagnes du continent, exigeait l'annexion de Caïro. Depuis des années, il frappait les frontières sans relâche. Les obus fusaient, les soldats de Caïro tombaient. À l'intérieur même du pays, des traîtres acquis à Cronos réclamaient la reddition. Des monceaux de cadavres s'accumulaient dans la boue. Foutus chiens impériaux, pesta un soldat, main derrière la nuque. On meurt pour ce pays, et même pas droit à des funérailles dignes. Et Rodwell, est-ce que ça va? Demanda-t-il. Son camarade baissa la tête. Il s'y est fait. Ce n'est ni le premier jour, ni le dernier. Un silence. Puis l'autre soldat s'étira. Je ne pensais pas que le front était aussi horrible. 10 fois par jour, je veux brûler mon diplôme de l'académie et rentrer chez moi. Ils jetèrent une torche sur les cadavres. Le feu crépita. Rodwell regarda les flammes. Voilà donc la misère d'un petit royaume, tiraillé par les forces extérieures. Ici, sur la ligne de front ouest, la paix n'existait pas.
Soudain, son camarade se tourna vers lui. « Tu as entendu? Ton frère, Roman, est devenu un rancaire. » Le jeune homme fronça les sourcils, serra le poing et s'interrogea s'il avait vraiment atteint le rang de 3 étoiles. Non, pensa-t-il, son frère ne serait jamais capable de telle prouesse. Puis il se détourna et balaya tout cela. Il ne savait pas quel jeu sa famille menait. Pas seulement Roman, désormais classé dans les rangs, mais incapable de se défendre. Il fixa le feu un instant, sûr que la vérité éclaterait bientôt. Pendant ce temps, dans le domaine de Démitrie, un invité étranger arriva pour rencontrer Roman. Il s'assit face au jeune homme et déclara qu'il irait droit au but. Il servait Sa Majesté le roi Caïro. Sa mission? Offrir au jeune garçon un poste de chevalier royal. Les 4 factions du royaume étaient déjà en mouvement. Il pensa également au marquis Bénédicte, leur objectif de capturer Roman le dragon, caché en périphérie. Le jeune homme en fut flatté. Être chevalier de la garde royale était un honneur suprême. L'homme expliqua que c'était un cas rarissime. On accordait normalement ce titre qu'après une sélection rigoureuse supervisée par la famille royale. Mais l'exception romane permettait, s'il se déplaçait à la capitale et prêtait serment, d'intégrer la garde sans épreuve. Roman demanda si cela était tout ce qu'il proposait. L'ambassadeur fronça les sourcils. Allait-il vraiment refuser cette offre? Roman répondit que, en tant qu'aîné de la maison Démitrie, il était heureux de sa vie et refusait d'aller se compliquer les choses à la capitale. L'homme se pencha et proposa qu'en tant que chevalier royal, il bénéficierait d'un domaine personnel à la cour et sa famille obtiendrait un titre supérieur. Le jeune homme demanda s'il s'agissait du maximum que la cour pouvait offrir. L'ambassadeur, choqué, enfonça le poing en frappant la table. La royauté visait son potentiel. Il le jugeait digne de porter la garde royale. Il précisa encore que ce titre, ce domaine et ce rang étaient un luxe rare actuellement. Le jeune homme le corrigea aussitôt, évoquant une promesse 5 jours plus tôt de la maison du comte Grégory. Terre, richesse et alliance politique. 3 jours auparavant, la famille Denver lui avait proposé un patronage. Et la veille, les Bénédictes s'étaient montrés prêts à triple la mise plus encore, et faire de Démitrie une vicomté en un mois. L'ambassadeur serra les poings. Trop tard, se dit-il, ils étaient déjà grillés. Il s'indigna de l'audace de tous ceux qui cherchaient à avaler le royaume tout entier. Heureusement, la garde royale restait sous le commandement du capitaine surnommé la Première Épée, qui avait su contenir les rébellions jusqu'ici. Il rappela que la royauté était rigide, les lois muettes protégeaient la stabilité. Les propositions royales pouvaient causer des mécontentements. Tout juste leur restait, elle, à offrir le poste de chevalier royal. Il implora le jeune homme d'engager ses forces au service du roi. Roman esquissa un léger sourire, puis déclara que rien, absolument rien dans les propositions antérieures au royal, ne le séduisait. Il ne voulait pas renier ses principes. L'ambassadeur, désespérant, crut encore à un espoir. Roman se leva, annonça qu'il partirait pour aujourd'hui, en respect pour son refus. L'ambassadeur promit d'attendre le jour où il prêterait serment. Le jeune maître réfléchit. Cette 4e proposition, un 4e refus, il refusait de s'agenouiller devant quiconque. Il baissa les yeux et décida que, si l'on devait devenir ennemi, il valait mieux retarder l'affrontement en gardant ses distances. Après cela, le jeune maître vaqua à s'entraîner. À l'un de ses mouvements, un homme l'aborda, demandant la permission de se présenter. Il venait du service de la maison Valhalla. Roman marqua son étonnement. L'homme portait un uniforme de domestique des Démitrie. L'homme s'inclina et s'excusa de cette approche inhabituelle, expliquant qu'il ne pouvait pas utiliser les canaux officiels. Il affirma que la maison Valhalla tenait à montrer qu'elle le prenait au sérieux. Le jeune maître répliqua que la citoyenneté ne se donnait pas si facilement, et qu'il lui serait impossible d'abandonner les traditions familiales et la vicomté promise, même s'il s'agissait d'un excellent accord. L'homme sourit toutefois. Pour un épéiste, la plus précieuse chose était l'opportunité de devenir plus fort. Le messager de Valhalla lui présenta l'opportunité d'entrer dans la salle des livres de trésors de Valhalla. L'accès au premier niveau du dépôt personnel de Valhalla ne serait octroyé que par dérogation royale. À l'intérieur, sont rangés des enseignements spirituels, des techniques d'épée et autres héritages des générations passées, enfermés dans des livres scellés et retenus par des chaînes. Les coffres étaient répartis en plusieurs niveaux selon leur valeur. À l'exception du niveau spécial, le niveau 1 représentait le plus élevé. Le serviteur exposa que Valhalla s'apprêtait à conquérir tout le continent, à dominer seul le royaume. Rester dans le royaume de Caïro, déclara-t-il, c'était choisir la mort assurée. Il fixa Roman avec sérieux avant de conclure que rejoindre Valhalla valait autant une énorme récompense qu'une menace potentielle. Un homme sage accepterait leur offre. Cependant Roman refusa calmement. Le serviteur était abasourdi par la décision.
Roman se saisit de son épée et précisa qu'il ne rejeta pas les conditions par manque de reconnaissance ou loyauté envers sa patrie. Interrogé sur son choix, il détourna le regard et expliqua qu'il avait reçu tant d'offres récemment qu'il réfléchissait à augmenter sa propre valeur plutôt que de s'attacher à l'une des 4 factions. Il compara sa position à un échiquier. À présent, se tenant à la croisée des chemins, il ne voulait pas de promesses verbales. Il souhaitait tester lui-même, avec le temps, si l'offrir de risquer sa vie valait la peine. Le serviteur, choqué, l'écouta en silence. Le héros se lissa la lèvre, convaincu qu'il devait être perçu comme un homme d'honneur, totalement dévoué au royaume. Aux yeux des factions comme de Roman, il se révéla quelqu'un prêt à ne jamais se soumettre facilement, mais fidèle à sa parole. Le serviteur messager hocha la tête et répondit d'un sourire mesuré qu'il espérait que le jeune homme ne retarderait pas sa réponse trop longtemps. Puis il annonça qu'un cadeau était prêt en l'honneur d'une future alliance. Il l'avertit, sur un ton sarcastique, de la fragilité de la ligne sud. Là-bas, c'est une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment. Peu après, Roman se trouvait avec ses parents et Hans. Ses parents lui demanderont s'il avait finalement décidé de partir. Roman les rassura, assurant qu'il reviendrait sain et sauf. Sa mère fit remarquer au baron qu'il n'allait pas sur la frontière ouest bloquée par Chronos, mais dans une région paisible du sud et qu'il reviendrait sûrement. Son père, inquiet, avoua qu'il savait tout cela, mais restait incapable de calmer l'excitation qui battait dans sa poitrine. Ils regardèrent leur fils s'éloigner vers la guerre, silencieux. Une fois à l'extérieur, les soldats attendaient. Tous l'accompagnèrent. Ils ne savaient pas encore comment se déroulerait son périple jusqu'à la ligne de front sud. Finalement, ils atteignirent la dernière forteresse sud. Ce jour-là, ils se reposeront. Demain à l'aube, ils se rendraient aux casernes du sud. Ils traversèrent la ville avec leurs approvisionnements. En gentleman, Roman loua une maison d'hôte et un jardin pour héberger ses hommes, répartissant les soldats dans différents camps. À l'intérieur, le jeune homme s'empara d'un document. Mais soudain un vacarme l'interrompit. Il descendit au rez-de-chaussée et entendit un soldat traiter ses hommes de misérables va-nu-pieds, insinuant qu'ils ignoraient qui il était. Un homme s'approcha, levant la main. C'était Henri Albert, le cadet de la maison Albert. Ah, lui il est courageux, de traiter les hommes de Roman de misérables, il veut se faire tabasser on dirait. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.